Allô, bonjour, monsieur Dam. Bonjour, Monsieur Kounale. Bonjour, Monsieur Kwasi. Merci d'être encore au rendez-vous ce mardi 3 février. Je nous crois très en forme sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est un autre rendez-vous du donner et du recevoir. Le mardi dernier, nous étions ensemble sur cette plateforme pour échanger autour du thème construire sa vie avant de construire la maison. Le présentateur du jour, le mardi passé, nous a fait savoir que l'ordre est important. La nécessité de se construire soi-même, mentalement, spirituellement, intellectuellement, avant de penser à des investissements non productifs allant dans la construction d'une maison. Aujourd'hui, ce sera une autre thématique. Je crois que nous avons déjà une idée de la thématique qui joue. Nous avons pour l'occasion une spécialiste en gestion de projet, une spécialiste en la matière et de surcroît une dame, puisque la thématique du jour est intitulée Budget familial, remède pour les couples, remède des conflits de couple. Budget familial, remède des conflits de couple. Pour le thème du jour, je voudrais, avec votre permission, m'assurer si la présentatrice du jour, il s'agit de Madame Rachel Blopop. Madame Rachel, bonjour. Bonjour, cher ami Kwasi, j'espère que vous portez bien. Bien par la voix. Ok. Alors, nous vous laissons donc la place pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous d'être parmi nous encore une fois ce midi pour ce rendez-vous hebdomadaire que nous connaissons tous. Et sans plus tarder, nous allons aller sur le vif du sujet, ce qui nous a ramené ce midi. Je vais profiter de partager mon écran une seconde. Alors, c'est fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital pour nous et pour les couples. Il a bien dit le présentateur, il a mis l'accent sur une femme qui donne cette formation-là. Le sujet de cette formation, c'est budget familial, remède au conflit de couple. Je tiens à rappeler avant de commencer que chaque couple est différent. Chaque couple a sa manière de fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes à ce rendez-vous de donner et de recevoir pour partager des informations, pour pouvoir améliorer ce que nous avons déjà et aussi recevoir de vous qui êtes en couple, de vous qui avez vécu en couple, de vous qui avez une idée de ce que c'est, pour partager vos idées, vos apports, pour nous abonner. Nous allons continuer. Afin de cadrer cette formation et de centrer nos idées, nous allons
parler de ces points essentiels lors de cette présentation. D'abord, nous allons dire pourquoi gérer l'argent et si ça aide à protéger l'amour. Nous allons parler du budget, ce que c'est qu'un budget dans le couple. Nous allons toucher du doigt nos traditions, nos réalités économiques et nos projets communs. Et pour finir par l'épargne du couple. Voici les points essentiels que nous allons aborder dans cette présentation. Alors, pourquoi parler du budget dans un couple? D'abord, je viens de le dire à l'entame, chaque couple a son mode de fonctionnement et chaque couple est différent. Mais sachez que quelle que soit la méthode que vous avez choisie, l'improvisation crée de l'insécurité et de la méfiance. Lorsqu'on improvise une dépense, lorsqu'on improvise une rubrique, ça crée de la méfiance. L'autre peut se dire, cette dépense n'était pas là, tu viens de créer cette dépense-là. Et ce que nous proposons comme solution, c'est d'abord de faire comprendre que le budget, ce n'est pas une limitation. Ce n'est pas limiter le couple ou bien limiter les membres du couple dans leurs dépenses ou dans leurs moyens de pouvoir s'affirmer. Mais c'est une feuille de route pour avoir la paix. Lorsqu'on a son budget prêt dans un couple, on a la paix et on avance tranquillement. Alors, nous allons dès à présent aborder le contexte africain. J'ai choisi de parler du contexte africain parce qu'il y a beaucoup de contextes, mais nous, dans notre réalité africaine, dans notre éducation africaine, nous avons reçu quelques traditions. Et nous devons d'abord, aujourd'hui, dans cette formation, féliciter les hommes. Parce que les hommes assument traditionnellement la part majeure des charges financières. Qu'il s'agisse de la protection ou de la provision, les hommes font sur 100%, des fois 100%, sinon 99,99%, et vous êtes à féliciter. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, le coût de la vie actuelle devient très, très lourd et cher à porter par une seule personne, d'où le sujet que nous sommes en train d'aborder. Et cela m'envoie également à dire à tout un chacun qui est dans cette formation de pouvoir préparer peut-être une petite explication pour nous donner comment ou partager avec nous comment il ou elle gère le budget dans son couple. Alors, nous allons là maintenant parler des pièges à éviter. Nous avons l'habitude de poser la question à nos femmes, les messieurs posent la question à ces femmes, combien il te faut pour pouvoir gérer le mois, par exemple. La dame répond, il me faut, je dis n'importe quoi, 200 000, il me faut 300 000, il me faut 500 000. Le monsieur trouve cela très excessif. Commence pas à se dire, comme je viens de le dire au départ, commence pas à être méfiant, se dire, cette femme n'est pas en train de me surcharger. Commence pas à se sentir très lourd par rapport à son revenu. Peut-être son revenu est de 100 000, peut-être son revenu est de 200 000 et on lui présente un budget de dépenses qui est de 200 000, 300 000, 500 000. Ça commence déjà par amener des conflits. Même si ce sont des conflits invisibles, ça commence déjà par froisser et par frustrer l'homme qui, par nos contextes africains, doit se sentir maître et chef de sa famille et capable de pouvoir gérer son foyer. Donc, sans budget, tout de suite, le budget de dépenses viendra tout de suite mettre un motif de dispute qui ne devrait même pas l'être. Comme approche de solution, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous pensons qu'il faudrait que les deux personnes dans le couple fassent les courses ensemble, que ce soit au supermarché, que ce soit dans nos marchés avec nos bonnes dames, pour constater réellement les prix s'il faut écarter le volet méfiance. Ou soit, la deuxième proposition, c'est de pouvoir noter chaque dépense dans un cahier pour avoir une base de budget et du sac de riz au cube de bouillon. Le cube acheté à 25 francs doit être noté.
Pour la petite histoire, lorsque j'étais adolescente ou bien lorsque j'étais chez mes parents, nous avons l'habitude de responsabiliser chaque membre de la famille, que ce soit père, mère ou enfant, chacun avait un rôle. Il y avait un qui a le rôle de gérer le gaz, il y avait un qui a le rôle de gérer les repas achetés, les repas préparés en congélateur. Donc, à la fin de la journée, chacun savait ce qu'il avait à faire et là, on pouvait bien gérer les consommations. Maintenant, pour la maman, il y avait un cahier qu'on déposait dans la chambre du père. On notait à chaque fois les besoins de tout le monde, bien avant que la fin du mois n'arrive, ce qui aidait au père à planifier son budget, à savoir s'il pourrait répondre à tel ou à tel besoin. Alors, la question se pose, qui paie quoi? Que ce soit le loyer, la scolarité, les nourritures, les factures, qui paie quoi? L'idée dans cette partie, c'est de clarifier la répartition des charges et obtenir un zéro malentendu. Pas de malentendu, pas de méfiance, on a la paix. J'ai eu à discuter avant, je crois que c'était samedi, avec deux couples. Un couple qui vit en Afrique, précisément au Togo, et un couple africain qui vit à l'étranger, précisément au Brésil. Lorsque j'ai posé la question à ces deux personnes, le couple africain qui vit en Afrique m'a répondu ceci. Pour gérer leur couple, ils listent leurs dépenses tous les jours. Ils ont commencé à le faire sur une période de 3 mois pour pouvoir maîtriser la tranche. Savoir si leur tranche de budget de dépenses est dans 100 000, est dans 200 000, est dans 50 000, est dans 20 000. Sur 3 mois, ils ont pu avoir un aperçu sur la tranche de dépenses qu'ils ont, ce qui les aide à planifier chaque mois. Le montant de cette dépense-là est remis dès le début du mois à la femme et chacun sait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que la femme ne revient plus chaque jour, bien chaque une semaine, pour dire papa, nous avons besoin de pub, papa, le riz est fini, papa, tel est fini. Parce qu'ils ont déjà connu leur budget de dépenses. Ils savent à combien ou quels sont les éléments qui le comportent. Là, lorsqu'on remet l'argent en bloc, je dis n'importe quoi, si c'est 20 000, 50 000, 100 000, 150 000, peu importe le montant, on le remet à la femme en bloc en début. Et elle gère tout le mois. Le monsieur a donc la paix pour se concentrer sur ses activités. La femme aussi a donc la paix pour se concentrer sur le foyer et ses activités. Dans ce couple, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'y avait pas d'épargne. Que c'est le monsieur qui épargne dès qu'il peut. Puisque c'est le monsieur seul qui dépense à 99%, c'est lui seul qui connaît son revenu et c'est lui seul qui fait son épargne de son côté. Et la femme de son côté, elle aussi fait sa tontine à part. C'est ce que j'ai recueilli du couple africain vivant en Afrique. Maintenant, nous nous tournons vers le couple africain vivant à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? D'abord, le budget est établi et les comptes sont gérés par la femme. Je parle d'une réalité. Le monsieur perçoit ses fonds et c'est par virement. La dame gère son compte et gère le compte du monsieur. C'est-à-dire, si le monsieur prend 3 000 dollars au Brésil, on parle de réal. Donc, si le monsieur prend par exemple 3 000 ou 5 000 réal, c'est la femme qui s'occupe de son compte. Là-bas, au Brésil, il y a des cartes alimentaires qu'on donne à chaque employé pour pouvoir se nourrir. Ici, au Togo, on peut parler des bons, des tickets qu'on fait à la cantine. C'est des cartes alimentaires qui se font pour pouvoir manger et au service et en dehors du service dans les alimentations, dans les supermarchés. Ils ont établi une carte de transport eux-mêmes pour le transport et le carburant. Ils ont prévu un budget pour les soins, les budgets détente et ils ont un budget épargne. Contrairement aux couples africains qui vivent en Afrique. Les deux ont un compte épargne.
Les deux, chacun, comme je dis, travaille, donc les deux ont une carte alimentaire, chacun allié à son service. Et à la fin du mois, lorsqu'on enlève le transport, lorsqu'on enlève le budget de soins, budget détente et tout ça, le reste maintenant est reversé sur le compte épargne et tout ça, c'est la femme qui gère cette partie. C'est ce que j'ai reçu et le monsieur a confirmé parce que dans son éducation à lui, c'est un Congolais, il a expliqué que c'est ce que son père faisait avec sa maman. Donc, il a répliqué exactement ce que son père faisait avec sa maman parce que ça donnait la paix. Et aujourd'hui, lui aussi, dans son foyer, ça lui donne la paix. Maintenant, ce que nous proposons de façon mixte à faire. Aujourd'hui, on peut ouvrir un compte et avoir plusieurs cartes bancaires. On peut ouvrir un compte et avoir une carte bancaire pour les dépenses lorsque le budget est déjà préparé. On sait que ce compte-là, si le monsieur verse l'argent dessus, c'est strictement pour le budget dépenses de la maison. On peut greffer sur ce compte-là le budget pour les soins et les imprévus. S'il n'y en a pas à la fin du mois, on le reversera sur le compte épargne. Si les deux travaillent ou si c'est le monsieur qui a un véhicule, on fait une carte d'une structure de vente de pétrole pour avoir sa carte approvisionnée. Je donne mon exemple. À un moment donné, lorsque je prends mon salaire à la fin du mois, je sais quand même combien je dépense à la fin du mois comme carburant. Mais je ne l'enlève pas en même temps. Je me dis, je l'ai, que j'ai l'argent dans la main et qu'à tout moment, je peux payer le carburant. Mais il arrive des fois que pour X raison ou Y raison, je dépense l'argent pour autre chose et finalement, lorsqu'il faut payer le carburant, je n'ai plus cet argent-là pour payer le carburant. Peut-être pas le plein, je vais commencer par le payer 5 000, 10 000. Ce que j'ai fait pour me discipliner. Je suis partie à Total, j'ai demandé à Total de m'établir une carte carburant. Ce n'est pas que pour les entreprises, les particuliers aussi peuvent le faire. Je sais ma tranche, je peux dire une tranche de 30 à 50 000 francs de carburant. À la fin du mois, dès que je prends mon salaire en même temps, j'enlève les 30 000 ou les 50 000, je vais le positionner sur la carte de transport de Total. Là, je sais que quel que soit alpha et oméga, je n'aurai pas de panne sèche. Quel que soit que je n'ai pas d'argent ou pas, au moins j'aurai du carburant pour me déplacer parce que ce n'est pas un fonds enfin une carte que je peux aller mettre dans un guichet pour aller retirer l'argent. Ça, c'est que pour le transport ou le déplacement. Alors, créer un compte épargne aussi uniquement pour l'épargne. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un compte qui est greffé de deux comptes et avoir maintenant un compte spécialement dédié à un compte épargne. Alors, le reste de l'argent que vous n'avez pas utilisé sur les budgets que vous avez prévus, parce qu'un budget, c'est prévisionnel. C'est sur la base des prévisions. Et c'est différent de la réalité que nous avons. Alors, si le budget prévisionnel est, ma foi, supérieur à votre réalisation, Dieu merci, vous prenez le reste là pour déposer sur un compte que vous allez nommer un compte investissement. Ça veut dire que chaque membre de ce couple-là dépose l'argent dans ce compte investissement. Ce n'est pas ça le compte épargne, mais c'est un compte investissement. Ça va vous aider si vous avez des projets ensemble, si vous voulez construire une maison, si vous voulez acheter un terrain, si vous voulez acheter une seconde voiture ou peu importe. Ça, c'est un budget que vous mettez encore de côté. Ça dépendra de vous. Si votre épargne de 20%, vous l'éclatez, 10%, 5%, 5%, 9%, 8%, 6%. À vous de voir comment vous allez le faire, chacun selon le cas et la situation de son couple. Le moment fatidique ou ce qui intéresse beaucoup les hommes, la contribution de la femme. Aujourd'hui, dans notre éducation africaine, la femme, depuis le bas âge, n'a pas été éduquée à contribuer de façon financière au couple. La femme a été éduquée à être un enfant entretenu. Même dans l'éducation, jusqu'à ce qu'elle se marie, l'idée de la femme ou bien ce qu'on lui a expliqué, c'est que tu seras entretenu par ton père, après tu seras entretenu par son homme. Donc, à aucun moment, on a dit à la femme que tu dois contribuer de façon financière. C'est ce que nous n'avons pas ici dans notre contexte africain.
Alors, nous sollicitons, moi-même, j'en fais partie, aux femmes de faire une contribution, même si c'est modeste, ça reste symbolique et puissante et représente quelque chose pour les hommes. Un 5 000 francs, un 10 000 francs fera plaisir à votre homme. Ça lui permettra, un, de soulager la pression sur le conjoint. Peut-être que ce jour-là, il n'avait pas d'argent et puis la femme sort 5 000 francs pour dire règle ce problème-là ou bien prends 5 000 francs là pour faire ton carburant de la journée. Ce n'est pas forcément beaucoup, mais ça le soulage pour cette journée-là. Il va s'en souvenir. Et participer activement à la contribution du foyer. Nous devons garder en tête que seul on va vite, mais ensemble on va loin. J'espère que les femmes m'ont bien écouté et que moi-même j'ai parlé pour moi-même. Nous allons parler maintenant de la réalité sociale. Nous avons parlé du budget, des prévisions. Maintenant, nous allons parler de la réalité sociale et de la famille élargie en Afrique. En Afrique, nous retrouvons des familles polygamiques. Nous avons les parents, les beaux-parents, les imprévus. Ce que nous proposons, pour les familles polygamiques, vous pouvez utiliser la même méthode, faire une carte approvisionnée à base d'un budget pour chaque femme. Chaque femme fait son budget, vous élaborez ce compte-là, vous avez cette carte bancaire, chacun a son compte et la carte bancaire qui va avec. Vous avez la paix, personne ne vient vous appeler, vous raccrochez ici, l'autre vous appelle, vous avez la paix. Ça vous permet de gérer le ménage du mois ou même pour le trimestre, selon le contexte de votre couple. Il y a certaines femmes qui peuvent gérer le mois, mais qui ne peuvent pas gérer le trimestre. Elle va s'acheter un pain, elle va s'acheter je ne sais quoi avec. Mais si c'est par mois, peut-être elle peut le gérer. Ça dépend de la mentalité ou bien ça dépend de la discussion que vous avez eue dans votre couple pour arriver jusqu'à élaborer ce budget-là et le mettre en place. Je rappelle également que ça sera bien pour ce genre de formation d'inviter vos familles à venir le suivre comme ça d'une pierre deux coups, tout le monde a l'information. Nous allons parler des parents, des beaux-parents, les imprévus. Un beau-parent peut décéder, un beau-parent peut être en train de faire un mariage, une naissance, et vous, en tant que gendre, vous devez participer. Ça, c'est le contexte africain. Sous d'autres cieux, ce n'est pas obligé, mais ici, ça l'est. Alors, si vous savez que c'est comme ça, que vous avez des obligations, vous devez prévoir aussi une place pour ces genres de dépenses. À vous de savoir combien. J'ai une camarade qui m'a parlé d'une situation une fois, ça peut faire rire, mais elle m'a dit qu'elle a surpris une discussion entre hommes où les hommes disaient qu'ils ont un budget drague. C'est la première fois que moi j'entends ça. C'est-à-dire que dans son budget, lorsqu'il a enlevé le budget dépenses et tout à la maison, il a fait un budget drague. Si le budget drague est de 5 000, si le budget drague est de 10 000, de 100 000, ça veut dire que toi qu'il a rencontré, si tu viens demander 6 000, ce n'est pas possible avec toi. Son budget reste dans 5 000 à ne pas dépasser et c'est ça chaque mois. Donc, c'est ce budget-là que la personne a fait. Donc, si vous savez que vous allez régulièrement au village, si vous savez que vous avez régulièrement des dépenses, des tâches à faire, vous prévoyez aussi une partie. Ça dépend de ce que vous voulez donner. Ce n'est pas... on ne donne pas un montant fixe, mais préparez quand même quelque chose pour ne pas être surpris. Aussi, il y a un sujet qui n'est pas en vogue en Afrique, c'est les assurances santé et les assurances décès. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des assurances décès pour mes parents. Ça ne veut pas dire que je souhaite leur décès, non. Mais je suis en train de prévoir. Je suis un gestionnaire, je suis en train de prévoir. Si jamais quelque chose arrive, sur qui vais-je compter pour aller prendre l'argent? Comment vais-je faire? C'est en ça que servent les assurances. On ne fait pas une assurance décès pour que l'année où vous l'avez faite, la personne décède l'année-là. Mais quand même, ce sont des options de prévoyance qui sont importantes, tant pour la santé, tant pour le décès. Et il y a plusieurs types d'assurances que vous pouvez faire. Assurance inondation, assurance sinistre, toute assurance que vous voulez faire. Vous pouvez même faire une assurance pour l'école supérieure de vos enfants.
Mais c'est des choses à savoir d'abord et à commencer par prévoir dès maintenant. Lorsque votre fils, votre fille a son bac, l'assurance couvre sa partie universitaire. Là, vous êtes en paix. L'idée, c'est d'avoir la paix. Mais pour avoir la paix, il faut commencer par prévoir tout. Le conseil que je donne, c'est de créer une ligne budgétaire sociale aux familles et ne pas piocher dans l'argent de la ration du loyer. On ne fait pas un budget de dépenses à la maison et quand un beau-parent appelle pour quelque chose, on dit à la femme enlève 10 000 là-bas, enlève 2 000 là-bas, enlève 5 000 là-bas. Ce n'est pas comme ça. On planifie tout. La limite à savoir, c'est qu'en Afrique, on ne sait pas dire non et c'est l'occasion d'apprendre à dire non. Quand on dit d'apprendre à dire non, ce n'est pas regarder la personne comme ça et puis dire je dis non. On trouve des formules pour pouvoir, pas se justifier, pas expliquer, mais pour dire je ne peux pas maintenant, la prochaine fois je pourrai. Alors, nous sommes arrivés à la dernière partie de la formation qui est l'épargne et le compte conjoint. J'ai été surprise il y a un mois lorsque je demandais à un gestionnaire de compte s'il n'y a pas un compte conjoint. En fait, ce n'est pas le compte conjoint que je cherchais, mais c'est un compte famille. On voulait faire une cotisation familiale. Père, mère, enfant, petit frère, sœur, c'est-à-dire la famille tout entière a un compte où chaque personne, les enfants, si c'est 100 enfants, ils ont trouvé, venir déposer pour pouvoir inculquer l'éducation financière à tout le monde. Quand j'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y avait pas un compte comme ça, il n'y avait même pas un compte conjoint et que le seul compte qui peut convenir à notre besoin, c'est un compte association. Je me suis dit, je ne vais pas aller créer une association parce que je veux cotiser avec ma famille, que je dois présenter une carte CFE, une carte d'opérateur économique. Qu'est-ce que tout ça fait là? Ça veut dire que dans notre contexte africain, ce n'est pas encore là. Ça va venir. Alors, nous qui sommes ici, c'est l'opportunité pour nous de savoir que ce compte-là existe ailleurs et c'est un compte important. Ce compte conjoint, c'est un compte de couple, c'est-à-dire les deux ont accès au compte. Assez comme pour le dépôt, assez comme pour le retrait. Donc, c'est un compte souvent investissement. On peut se dire, on fait un compte conjoint pour changer de maison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 enfants, nous comptons avoir 3, 4 enfants et cette maison ne va plus nous convenir. Il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à avoir peut-être notre propre maison ou acheter un appartement avec plus de chambres. Et ça, c'est un compte conjoint qui aide à le faire et c'est un bon point pour pouvoir faire aussi les prêts parce que la banque voit qu'il y a 2 personnes qui peuvent payer. Alors, comme je viens de le dire, ceci est un sujet qui est assez nouveau dans le contexte africain, mais c'est un outil de confiance. Si vous voulez aussi tester la confiance dans votre couple, c'est l'occasion de créer ce compte-là. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut le faire, mais on peut créer un compte épargne où quelqu'un est titulaire et l'autre, on lui donne une procuration. Parce que ce compte-là, avec ces critères, n'existe pas encore. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ça. Créer un compte et avoir quelqu'un comme procuration. Alors, sachez que l'épargne de sécurité, c'est pour parer aux urgences sans stresser. L'idée, c'est de partir de mon argent devient notre argent dès qu'on est en couple. Et après l'épargne individuelle, si chacun veut faire son épargne individuelle, le reste doit être versé sur un compte épargne. Si vous avez prévu faire votre épargne de 20%, je dis 20% parce que c'est ce qui a été convenu pour faire un épargne sur son revenu. Vous pouvez décider de mettre 15% sur votre compte personnel et mettre 5% sur ce compte conjoint-là. Ça dépend du projet que vous avez, du nombre d'années que vous avez prévu et comment, et aussi le niveau de confiance que vous avez chacun en l'autre. Alors, je viens de donner l'exemple, les 20%, soit 15%, 5%, ça dépendra de chaque couple. C'est l'occasion aussi de pouvoir communiquer dans le couple, savoir quels sont les besoins, quels sont les désirs de chacun, de pouvoir consolider et avoir un seul mot pour un couple. En conclusion, nous devons considérer le budget comme un langage budgétisé. Langage d'amour budgétisé. C'est respecter le travail de l'autre d'abord. Nous avons félicité les hommes parce que depuis la nuit des temps, c'est eux seuls qui le font. Faire un appel à l'action. À partir d'aujourd'hui, nous nous asseyons, nous listons nos priorités sans se juger.
m'acheter un pagne, m'acheter un slip, je ne me juge pas, mais c'est quand même un point pour moi de pouvoir lister ces dépenses-là pour savoir est-ce que je fais bon usage de mon revenu ou est-ce que je les dépense frivolement. Excusez-moi, j'ai eu... Alors, je vous remercie tous pour votre présence et pour l'écoute. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que d'abord quelqu'un parmi nous compte intégrer ces méthodes-là dans son quotidien? Et aussi, j'aimerais avoir plusieurs partages d'expériences, si vous permettez. Ça peut m'aider, ça peut aider les autres dans le groupe. Merci beaucoup. Monsieur Kossi, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Madame Rachel, pour cette présentation très brillante. Les participants, cette question vient d'être posée. Est-ce que quelqu'un voudrait bien intégrer ces aspects dans son couple? Monsieur Philippe Ogouré, bonjour. Oui. Vous avez la parole. Bonjour, bonsoir la famille. Bonjour, très chère formatrice, pour ce beau développement. Mais d'entrée de jeu, permettez que je puisse faire cette remarque avant de pouvoir répondre à votre question. Vous êtes beaucoup plus focalisé sur la modernisation, le salarié. Mais vous oubliez que ceux qui sont dans l'informel occupent près de 80%. Et dans ce secteur informel, cette notion n'y existe pas. On remercie Odéolé qui nous aide aujourd'hui à comprendre ces choses, à l'inculquer à la famille, à se l'approprier. Moi, je l'ai aimé, je vais l'introduire dans mon couple. Malheureusement, je ne peux pas tout faire. Vous avez pu identifier quelque chose qui est intéressant et que c'est l'homme qui est devant, c'est l'homme qui agit à 100%. Et que la femme ne l'a pas reçu comme éducation dès l'enfance. Aujourd'hui, la modernité amène la femme et aujourd'hui, entre parenthèses, vous demandez 50-50. N'est-ce pas vrai ou vrai? Maintenant, moi, ma question est la suivante. Comment nous qui sommes dans l'informel, on peut à 50% réellement introduire ce développement, ces propositions dans notre habitude? Parce que la réalité africaine, c'est tout autre chose. Comment se discipliner en disant non à certaines choses pour qu'on puisse survivre? C'est mes préoccupations premières. Merci. Les autres aussi peuvent prendre la parole. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas que vous vous déconnectiez en même temps. Monsieur Kossi, je voulais poser une question rapidement à Monsieur Philippe. Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez profiter de cette occasion pour nous dire comment vous gérez votre budget aujourd'hui? Bien, comment vous l'avez géré jusqu'à aujourd'hui? Ok. Par modestie, moi, je fais 25 ans de vie de couple, 25 ans de mariage. Et j'avoue que durant les 25 ans, je fais toujours un travail de baïdé. Je ne suis pas salarié chez quelqu'un. Quand je dis baïdé, vous me comprenez. Ce que je gagne aujourd'hui, c'est ça qui m'appartient. Si demain je ne gagne rien, je ne gagne rien. Alors, pendant une dizaine d'années, je n'ai pas eu cette notion de budget. Malgré que j'ai fait la gestion comptabilité informatique. Je ne me suis jamais intéressé pour créer des tableaux pour dire ceci, cela. Parce que à l'époque, j'étais à Civito, on vendait les matériaux de construction, on nous disait que c'est nous qui avions cassé l'ancien S3G.
Donc, quand on vient le matin, si on voudrait avoir 1 million à 10 heures, on peut l'avoir. Mais la réalité a changé aujourd'hui. Vous pouvez aller dans ce marché un mois sans gagner 10 000 francs. Donc, c'est après avoir eu des relations en faisant la vie associative, la Jeune Chambre internationale, le syndicalisme, le Toastmaster aujourd'hui, où j'ai commencé par entendre des choses, à vivre des choses, et j'ai commencé par dire, il faut que je me discipline. Et c'est en ce moment que je dis, mais écoutez, je fais un travail de baïdé, je fais la moyenne, que durant les 30 jours, je peux gagner 500 000, je peux gagner 200 000 qui me revient. Comment je peux vivre avec ma famille de 7 enfants, 4 filles, 3 garçons, avec ce montant? L'école primaire, le collège, le lycée, l'université. Et c'est en cela que la discipline financière a commencé par arriver. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez bien répondu à la question. En fait, j'avais besoin de ça pour comprendre un peu votre environnement parce que j'avais dit au départ que chaque couple a sa manière de fonctionner. Et ce que moi j'ai relevé tout de suite et que vous pouvez mettre en pratique, c'est d'abord, sans rentrer dans votre vie privée, c'est d'abord de proposer, si vous pouvez, soit par votre femme, mettre une activité à revenu régulier. Vous avez parlé de l'informel, vous avez parlé des journées sans et des journées avec. Est-ce que vous pouvez quand même faire un choix, c'est-à-dire faire une discussion en couple et arriver à un choix d'une activité à revenu régulier, ce qui va maintenant être fondement ou base de vos budgets opérationnels. Et maintenant, ce que vous rapportez by day, comme vous l'avez dit, sera maintenant ce budget-là qu'on peut mettre en épargne ou qu'on peut mettre du côté investissement. C'est ce que je peux proposer rapidement en vous écoutant parler. Merci beaucoup pour votre... Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une très bonne proposition. Je le prends en considération. Merci beaucoup. Monsieur Kossi, je vous remets la parole. Merci beaucoup, madame. Merci aussi à monsieur Philippe. J'ai vu la main de monsieur Lelo de Pragmatique Centre Maroc, mais bien avant que je ne leur donne la parole, je voudrais laisser la parole à monsieur Michel. Monsieur Michel, vous aviez sollicité intervenir. Merci beaucoup, monsieur Kounalé. Merci à Rachel. Félicitations pour la présentation. Et j'aimerais quand même faire une reformulation du thème. Mon interrogation, c'est quelle est la problématique du jour? C'est un complément que je fais par rapport à la présentation de Rachel. Il s'agira de voir dans quelle mesure l'argent mal géré au sein du couple et soumis aux pressions sociales et familiales propres au contexte togolais africain constitue un facteur majeur de conflit et de séparation. Et quelles solutions pratiques permettent d'en réduire l'impact? Parce que un des aspects complémentaires, certes, si la femme n'a pas été éduquée d'après notre culture à pouvoir prendre en charge les charges familiales, de plus en plus, on constate une démission des hommes, où on retrouve des foyers où pratiquement 100% des dépenses est supportées par la femme. C'est des réalités qui arrivent. Et les femmes applaudissent. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Il faut prendre également ces aspects-là en considération. C'est des réalités qui existent. Et donc, si nous voulons aborder ces éléments, les compléments que je voudrais ajouter, c'est que pourquoi l'argent devient un facteur de tension dans le couple? Il y a cet élément-là qui n'est pas l'argent, qui rentre en jeu, dont on ne parle pas. Il s'agit de la confiance mutuelle entre les partenaires dans le couple. S'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas cette base de confiance-là, l'argent devient source de problème. Nous pouvons rencontrer des couples où il y a différence de revenus.
Et puis, il y a les priorités qui sont divergentes complètement. Et parce qu'il n'y a pas de confiance, il y a manque de transparence. En plus de cela, il y a des réalités socio-culturelles qui aggravent cette situation-là. Que ce soit revenu régulier, que ce soit revenu irrégulier, nous avons le poids de la famille élargi. C'est-à-dire, on est en famille, on est en couple, mais notre argent ne se limite pas à moi, ma femme et mes enfants. Il y a les parents à côté qui rentrent en jeu, il y a les cousins qui rentrent en jeu. Donc, il y a le poids de la famille élargi. Il y a certaines dépenses sociales, les mariages, les contributions sur le plan social et autres qui rentrent en jeu. Et puis, il y a également cette mauvaise gouvernance-là qui détruit la confiance. J'ai entendu la mise en place d'un compte commun, mais je ne vais pas donner des noms, mais permettez que je puisse également porter cette information-là. Une femme que j'ai coachée récemment s'est confessée à moi. Elle dit, mon mari a mis à disposition de l'argent pour le foyer. Elle dit, si tu as un besoin urgent, tu peux puiser dedans. L'argent n'a pas fait beaucoup de temps, elle a tout raclé. Quand le mari s'est rendu compte, il y a eu querelle. Le mari qui la soutenait sur le plan de ses activités commerciales a refusé toute contribution. Elle reconnaît que c'est sa faute. Mais c'est la mauvaise gestion à son niveau qui l'a amené là-bas. Et elle dit, je suis sûr que mon mari a complètement perdu confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'il y a mauvaise gouvernance. Maintenant, ce que je vais ajouter aux propositions que vous avez, c'est que il faut qu'on définisse un cadre clair. Il faut un dialogue franc sur le plan financier et puis s'accorder des règles partagées. Ce n'est que dans la communication, dans la confiance, dans le respect mutuel qu'on peut régler cette affaire d'argent qui divise le foyer. Je m'arrête là-bas. Merci, Michel, pour la contribution. Merci beaucoup. Merci, Madame Rachel. Et tel que je viens de le dire, il y a Monsieur Lelo qui avait levé la main. Rachel, si vous permettez, je lui donne la parole. Je ne sais pas si c'est pour un partage d'expérience ou bien une question. Monsieur Lelo. La majorité des... Allô? Et merci beaucoup pour la parole. Et je tiens à féliciter Mme Rachel pour la présentation. Et il faut dire qu'il y a des sujets sur lesquels je voulais venir, mais Michel a déjà parlé certains. Et pour la famille, pour les comptes communs, nous devons faire attention. Il faut qu'on se connaisse très bien et pour ne pas être déçus. Et je voulais donner quelques expériences aussi. Et pour ma part, moi, j'utilise les cartes, par exemple, pour le carburant, comme elle l'a dit, à la fin du mois directement. Bon, j'achète le carburant, je connais à peu près ce qu'on a besoin et pour tel, et madame prend, c'est fini. Donc, je n'attends pas pour gérer le jour. Donc, il y a le carburant, il y a peut-être, vous avez les répétitions des enfants, vous avez... Bon, il y a plein de choses que ce qu'on peut acheter directement, on en achète en gros et on n'aura plus à revenir sur ça. Le carburant, on achète dans la carte. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport... Maintenant, si vous avez votre dame, par exemple, qui ne contribue pas, Monsieur Lelo, on t'a perdu. Allô, vous m'entendez? Oui, ça va. Donc, je disais que si vous êtes dans un foyer et que c'est vous seul qui contribuez et vous avez appris cet enseignement, que ce ne soit pas très brusque
de demander à la dame de commencer par contribuer. Donc, ça doit être un dialogue et aussi, il faut tenir compte des moyens réels de chacun. Je sais bien que, compte tenu de l'éducation, il y a des dames qui prennent 2 fois plus que le mari, mais compte tenu de l'éducation, ils disent que c'est le mari toujours qui doit dépenser. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, c'était pour donner ma contribution. Pour les comptes conjoints, bon, moi, j'ai travaillé dans l'institution financière. Il y a des cas où, à la FISEC, vous venez, on peut vous créer. Moi, il y a des cas, des comptes comme ça que j'ai eu à gérer avec des couples. Des gens ont créé un compte à 2 avec signature. Donc, et l'homme a créé, l'homme était en Allemagne. Et il est venu, il a créé un compte comme ça. Et la dame, il a donné une procuration à la dame. J'ai fait aussi un autre endroit, je crois que ça doit être Palimé, où les 2, il y avait des procurations comme ça. Donc, au lieu que les 2 viennent signer, normalement, quand le compte est créé comme ça, les 2 doivent venir signer. Mais si l'un donne la procuration à l'autre, il pourra faire des retraits sans l'intervention de l'autre. Mais pour les dépôts, ça ne demande pas ça. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je voulais donner comme contribution. Merci beaucoup, M. Lielo, pour votre contribution. Je suis ravie que vous ayez donné une expérience qui concerne les cartes. Maintenant, on peut évoluer sur d'autres cartes. Merci beaucoup. Vous avez aussi précisé ce que vous faites comme compte conjoint, comme je l'avais dit tantôt. Et si ça intéresse les gens, je pense qu'ils peuvent se rapprocher de vous pour en savoir davantage. Merci beaucoup pour votre contribution. Il y a une dame dans le chat, M. Kossi, qui a une information capitale, mais on prend la personne qui suivait d'avant. D'accord, Madame Rachel. Madame Nonoucha, vous aurez la parole juste après Pragmatique Sarl. Maroc, je pense bien. Et s'il voudrait bien nous donner son nom. Monsieur ou Madame Pragmatique, vous avez la parole. Oui, bonjour, c'est Raoul Papa. Je tiens d'abord à féliciter la formatrice pour cet exposé très bien documenté. Mais je voulais juste réagir sur 2 points rapidement. Quand elle disait que nos femmes africaines n'ont pas été éduquées à participer au budget de la famille, c'était vrai, oui. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Quand même, devant le maire, lors de la célébration du mariage, le maire répète toujours cette phrase. Chacun des époux contribue aux charges du ménage proportionnellement à ses revenus. Donc, se cacher derrière la tradition pour ne pas endosser cette responsabilité au niveau des femmes, c'est de l'hypocrisie ou bien c'est, je ne sais pas quel terme utiliser. Il faut que nos sœurs reviennent à de meilleurs sentiments. Aujourd'hui, on parle partout des droits de la femme, de l'émancipation. Et pour la plupart du temps, ces droits s'inspirent du modèle occidental. Mais en Occident, comment est-ce que le budget familial est géré? C'est les 2 conjoints. Leurs salaires communs, leurs salaires respectifs sont tirés sur un compte commun. Et les 2 gèrent. Donc, on ne peut pas vouloir et l'argent du beurre et le beurre. Les femmes veulent les droits, oui, d'accord, mais les devoirs et responsabilités qui accompagnent ces droits, il faut qu'on les enseigne ça. Il faut qu'on martèle sur ça. Dire que si elle peut participer 5 000, 10 000, ça fera plaisir à l'homme, c'est un faux débat. Vous voulez que les hommes vous respectent? Faites les choses telles que ça se fait ailleurs. Parce que vous revendiquez les mêmes droits que ce qui se passe ailleurs. Alors, pour renchérir rapidement, moi, je voulais donner mon témoignage. Je suis marié, je dis, mais ce problème de budget familial ne se pose pas parce que j'ai une confiance inébranlable à mon épouse. Ce qui fait que nos 2 ressources, puisque nous 2 nous travaillons, nous 2, nos revenus, ça appartient à notre famille.
elle a la latitude et la liberté de dépenser conformément aux lignes budgétaires établies, sans me demander l'autorisation, ainsi que moi. Mais s'il s'agit d'une dépense hors budget, là, le mécanisme mis en place est simple. On se concerte et on définit les priorités. Je crois que un couple authentique doit mettre des stratégies en place qui sont les siennes. Et comme l'a dit Rachel, tout doit se baser sur la communication. Parce qu'il y a certaines femmes, lorsque vous leur confiez l'argent, elle va, même si elle ne dilapide pas, tantôt elle envoie à sa famille, à ses frères, si bien que la famille même, qui est l'épouse et les enfants, sont négligés. Mais lorsque les mécanismes, le respect mutuel, la confiance, ces trucs sont solidement ancrés dans le mariage, il n'y aura pas de problème. Quand les hommes disent que des fois, ils doivent avoir une caisse de drague, d'autres parlent de caisse de souveraineté. Bon, chacun a son fonctionnement. Mais moi, je le répète, dans un couple qui se respecte, dans un couple authentique, l'un ou l'autre des conjoints connaît les revenus mensuels de l'autre. Aujourd'hui, il est déplorable de voir que on ne le souhaite pas. La mort frappe l'un ou l'autre des conjoints. Alors que celui qui est décédé brutalement a des comptes cachés où il y a beaucoup d'argent. Mais le conjoint n'étant pas informé, ces sommes sont pour la plupart disparues comme ça. Donc, privilégions les communications dans les couples. Si nous avons une femme dépensière, entre guillemets, et essayons de l'éduquer, de la coacher pour l'amener à adhérer à notre vision commune. Parce que le mariage, c'est un partenariat stratégique. Si on ne peut pas se faire confiance, moi, je ne vois pas l'importance de vivre encore ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Kossi, je voulais juste dire quelque chose à Monsieur Pragmatique que je connais déjà. Il a travaillé à la TV2. Pour ceux qui ne le savent pas, il est Toastmasters. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que rapidement, le sujet éducation financière est en train d'être donné aux deux, surtout à la jeune fille, et un programme que j'ai mis en place pour l'autonomie financière que je suis en train de faire. L'exemple de dire que lorsqu'on éduque une fille musulmane à porter du voile jusqu'à ce qu'elle ne grandisse, elle ne sent plus vraiment la chaleur comme la personne qui ne l'a jamais fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un terrain qu'on est en train d'approfondir pour les femmes et on espère qu'à un moment donné, nous, toutes femmes, nous allons comprendre et adhérer. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Kossi. Merci beaucoup. Oui, monsieur Michel. Alors, bientôt, on va attendre. J'avais voulu donner la parole à Madame Yanoukia. D'accord, je réclamais qu'une dame puisse parler, ça fait longtemps. Justement, Madame Yanoukia, vous avez la parole. Bonjour à tous et un grand merci à Madame Rachel. C'était clair, c'était concis, c'était instructif. Ce que je voulais ajouter, c'est que dans certaines familles, on se retrouve à voir la femme qui prend toutes les charges et elle n'est pas soutenue par l'époux. On nous demande par exemple d'être transparent envers les hommes. Mais j'ai rencontré plusieurs cas. Et le premier, la dame a passé toute une année. Elle avait un projet, donc elle avait une tirelire et elle mettait de l'argent dedans chaque mois. Mais à sa grande surprise, à la fin de l'année, elle se retrouve avec une tirelire vide. Elle questionne son mari, non pas d'enfant. Elle questionne son mari, dit que c'est lui et qu'il a le droit de prendre alors qu'il ne travaille pas. Et la femme était revenue totalement brisée à la fin. Elle a demandé à savoir ce qu'elle était censée faire.
moi, le seul conseil que j'ai pu lui donner, c'est de remplacer sa tirelire par un compte en banque ou de faire une tontine et à chaque fois d'aller déposer là-bas. Je lui ai également demandé d'appeler son mari et de discuter avec lui pour lui dire que le poids de la maison déjà lui pèse et qu'elle aimerait bien recevoir de l'aide de lui et qu'il ne détruise pas ses investissements de cette manière-là. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour de sa part. Le deuxième cas, c'est une dame qui déjà a entrepris quelque chose. Elle a également la charge de la famille parce que le monsieur ne travaille pas. Ils ont 5 enfants. Elle a tout fait. Et dans la maison, elle a construit une boutique. Elle a commencé à remplir les choses dans la boutique de sorte qu'il y a au moins une deuxième source de revenus. Et c'est ses enfants qui géraient cela. Mais le monsieur quotidiennement puise dans la caisse de la boutique au point où c'était impossible de racheter quoi que ce soit pour remettre dans la boutique jusqu'à ce que ça ferme. Et dans ce cas, la dame fatiguée a fermé la boutique. Elle se concentre sur le seul revenu qu'elle a. Mais c'est difficile à vivre pour les femmes. La plupart n'arrivent pas à en parler parce que d'abord, elles essaient de, comment on dit, de couvrir le mari pour qu'on ne lui demande pas « Ah, ton mari, il ne fait rien, etc. » Elle le couvre. À cette femme, par exemple, moi, j'ai dit « Essaie d'avoir d'autres activités à côté où ton argent te donne des revenus, où tu n'es pas obligé d'être. » Et c'est ce que cette dame a mis en place actuellement, ce qui lui permet de survivre avec ses 5 enfants. Disons 6, puisque le mari maintenant est devenu une charge supplémentaire. Donc, dans ces cas-là, c'est impossible d'aller dire à la personne, va et sois transparent, faites un budget commun. La personne ne se sent apparemment même pas concernée. Donc, c'est les cas que j'ai rencontrés, que je voulais partager avec nous. C'est beau quand le couple peut s'asseoir, faire un budget et faire de son mieux chacun avec des concessions pour le respecter. Maintenant, dans le cas où c'est ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment mieux tirer profit de son budget et de sorte que le couple à la fin quand même puisse continuer à exister. Merci à vous. Merci, Madame Nyonoufia. Est-ce que vous avez invité ce couple à participer à cette formation aujourd'hui? Oui, hein, mais je ne les ai pas vus. Ah, donc prochainement, essayez encore de les booster à venir parce que lorsqu'on parle en interne et que la personne ne comprend pas, c'est toujours bien de participer à ces genres de formations et surtout que chacun puisse partager ses expériences. Ça va aider, ces genres de témoignages aident à la personne même de comprendre naturellement ce qu'on lui explique peut-être depuis 5 ans. C'est très important, ce que je peux ajouter. Il y a une question dans le chat, mais je pense qu'on n'a plus le temps. On peut le faire après en discussion ou bien sur la prochaine formation. Je laisse la main à M. Kossi pour clôturer. Merci, Madame Rachel. Et avant de clore la séance du jour, je voudrais laisser M. Michel. Certainement, il a un dernier mot à l'endroit de tous les participants. Monsieur Michel, vous avez la parole. Oui. Il y a Monsieur Couvonou aussi qui demande la main. Oui. Couvonou. J'aimerais passer la main à Monsieur Couvonou, qui est un directeur général d'une institution de microfinance de la place. Donc, grand frère, je te prie de pouvoir faire la clôture à ma place. Merci beaucoup, Michel. Oui, je peux continuer? Allô, Monsieur Couvonou. Je peux aller? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Michel pour son initiative. Michel, je te remercie beaucoup. Que Dieu te prête toujours vie. Surtout ce que tu nous fais ici nous renforce beaucoup dans nos préoccupations quotidiennes. Je remercie en passant également Mademoiselle Rachel de son exposé très brillant, bien fouillé. Et presque tout ce qu'elle a dit, je crois bien que pour ma part, j'ai essayé de mettre
plus de 70% de ce qu'elle a dit en pratique. Mais j'ai pu constater que ça n'a pas marché chez moi. Cela suppose beaucoup de communication, beaucoup de dialogue au sein des foyers et des ménages. Pour cela, je demande à ce que ces formations viennent encore suffisamment davantage pour pouvoir essayer de sensibiliser et de vulgariser le bien fondé de la mise en place d'un budget et autour de ce budget qu'il y a beaucoup de communication et de dialogue entre les partenaires. Sincèrement, pour le compte conjoint dont mademoiselle Rachel aurait parlé, moi j'ai créé ce compte-là pour ma famille. Nous sommes 5. Moi, je l'ai nommé Club des amis. Je suppose que nous, tous qui sommes à la maison, nous sommes des amis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce compte-là? Je l'ai fait de manière à ce qu'il y ait des tontines au sein de la maison. Et une fois la tontine ramassée, on verse ça sur le compte. Et à la fin de l'année, ce dont nous avions besoin comme provision, on se l'achète, etc., etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas si cela proviendrait de ma femme, je ne sais pas, puisque ma femme et mon fils aîné, ils sont très en relation et ils se communiquent beaucoup. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête et puis cela a été galvaudé comme cela. Aujourd'hui, je remercie le cabinet parce que ça m'a permis de revivre toute mon expérience. Un jour, j'étais à la maison, ma femme me disait que je ne gère pas bien le salaire que je reçois au service. Je les ai tous réunis autour d'une table et j'ai posé mon salaire dans une enveloppe. Et toutes les dépenses liées à la bonne marche du foyer, je les citais et on faisait sortir les montants de mon salaire. On n'a même pas encore fini, le salaire est fini sur la table. Je leur ai posé la question, où trouverons-nous de l'argent pour le reste des dépenses? C'est pour apporter de l'eau à l'exposé de mademoiselle Rachel qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout lorsque vous êtes marié et que la culture de l'époux est au-delà, a une prééminence sur la culture de la femme, ça pose aussi des problèmes. Parce qu'il faudrait que la femme soit à un niveau donné pour que vous puissiez vous comprendre sur certaines réalités. Si cela n'est pas le cas, c'est difficile. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, le gros poids des charges de la famille, à plus de 70%, rejaillit sur les hommes. Parce que la femme n'a pas encore compris qu'elle doit participer, comme mademoiselle Rachel l'aurait dit. Et cette tradition continue toujours pas à faire son chemin. Il faut à un moment donné, si effectivement le cabinet peut instruire ces formations déjà à partir de la classe de 3e seconde jusqu'en terminale, au moins une fois par mois, moi je dirais que ça produirait des impacts et ça bénéficierait beaucoup à la future génération qui viendrait. Je crois bien que je ne vais pas monopoliser la parole. Il est déjà temps. Je vais laisser la parole à ce que le modérateur puisse clôturer. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Pouvono, pour ce partage d'expérience. Et chers panélistes, chers participants, un enseignant qui ne maîtrise pas, à qui on revient juste un document, il va communiquer quoi concrètement aux enfants. Monsieur Kossi, vous êtes là? est largement dépassé et nous vous convions à notre rendez-vous le mardi prochain pour une nouvelle thématique. Les participants, essayons, éduquons-nous à l'élaboration du budget et au respect du budget. Et je voudrais nous souhaiter une bonne suite de journée et d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous le mardi prochain à la même heure
sur la même plateforme. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Kouanou, et beaucoup de courage. Je vous souhaite la vie. Je vous souhaite la patience. Je vous souhaite l'endurance. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais Dieu est au contrôle, ça va aller. J'ai beaucoup aimé le côté culturel, le côté déphasage. J'ai beaucoup aimé cette partie. On n'a pas le choix, mais on fait avec. Ça va aller. Merci. 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 Bon après-midi avec le sourire à tout le monde. Rendez-vous mardi prochain. Bon après-midi, bon appétit, à mardi. Merci beaucoup. Bye bye.